Dans cette vidéo, je voudrais proposer quelques pistes pour analyser des albums. À chaque fois, je partirai d'exemples à partir desquels nous dégagerons quelques clés utiles pour d'autres œuvres. Et je commencerai avec un classique américain de Jon Scieszka et Lane Smith, La vérité sur l'affaire des trois petits cochons, publié en 1989 et traduit en 1991. Ce n'est pas la première fois que l'on réinterprète ce vieux conte anglais transcrit dès 1843 et mis à l'écran par Walt Disney 90 ans plus tard. On est en droit de penser que les jeunes lecteurs sont à même de capter immédiatement les enjeux de cette nouvelle version. La connaissance du conte original est sans doute assurée bien avant l'apprentissage de la lecture. Roald Dahl avait déjà donné une fin inattendue à ce vieux conte dans son recueil traduit sous le titre « Un conte peut en cacher un autre ». Jon Scieszka choisit, lui, de nous donner une autre version de l'histoire, puisque dès la couverture, nous comprenons que cette fois, nous aurons droit à la version du loup lui-même, telle qu'il l'aurait racontée à Jon Scieszka. Ici, nous sommes face à un procédé classique pour renouveler un récit existant. Le choix d'une perspective différente. La version habituelle, donnée avec un point de vue extérieur à l'histoire, est donc mise en doute par un des protagonistes auquel on a toujours attribué le mauvais rôle. Le loup donne sa version des faits et plaide évidemment pour se disculper. Le jeune lecteur-auditeur se trouve donc face à ce que l'on appelle un jeu narrateur non fiable, un procédé romanesque assez sophistiqué. La voix du narrateur textuel et celle du narrateur iconique semblent donner une version qui disculperait le loup. Texte et image donnent à première vue l'impression que toute cette affaire est une erreur judiciaire qui a conduit à l'arrestation du loup. Pourtant, chacun à sa manière, texte et image, accumulent les indices de la culpabilité du loup. Sur le plan du texte, les propos qu'il tient, marqués par la recherche insistante d'une certaine proximité avec le lecteur, vont mettre mal à l'aise et éveiller les soupçons. Par exemple, lorsqu'il évoque sa motivation peu vraisemblable, trouver du sucre pour faire un gâteau d'anniversaire à sa grand-mère, ou lorsqu'il nous présente ses voisins, les cochons, comme des imbéciles, ou encore quand il justifie de les manger pour ne pas gâcher de la nourriture. De son côté, l'image participe encore plus fort à l'éveil de notre méfiance. Ainsi, lorsqu'il nous apparaît préparant un gâteau, tiré à 4 épingles, mais renversant tout partout, nous sommes amenés à douter de ses capacités dans ce domaine. La présence d'oreilles de lapin dans la pâte, à gauche, donne à penser que ce n'est pas une recette pour végétariens. Le cadre avec la grand-mère, à droite, évoque évidemment un autre conte où le loup joue un rôle funeste. Avant cela, lorsqu'il s'est présenté à nous, certains auront peut-être remarqué qu'il portait un vêtement rayé, comme les prisonniers. Bref, images et textes multiplient les avertissements et la lecture de l'ensemble constitue un exercice complexe qui vise à identifier toutes les preuves d'une tentative de nous abuser. On doit cependant noter que souvent l'image va jusqu'à démasquer le narrateur textuel et garantit la compréhension des tentatives de manipulation du loup. Dans cet album, le rapport texte-image, parfois contradictoire, joue un rôle essentiel. On notera aussi combien auteurs et illustrateurs ont recours à l'intertextualité. Outre la reprise d'un conte traditionnel pour le revisiter, nous avons droit à de nombreuses allusions à un autre, le petit chaperon rouge, que j'ai déjà signalé dans l'image, apparaît aussi dans les coupures de presse et surtout comme justification du loup. C'est pour porter de la nourriture à sa grand-mère qu'il se lance dans la confection d'un gâteau. Pour son alibi, il s'est donc inspiré d'un autre récit bien connu. Ces jeux littéraires, que certains qualifieront de postmodernes, initient les jeunes lecteurs à des procédés plutôt subtils. Et l'on voit ici combien l'album peut servir d'instrument pour l'initiation à la lecture littéraire. Nous venons de voir que l'intertextualité touchait beaucoup l'album contemporain. Les auteurs comme Jon Scieszka mobilisent des récits déjà connus des lecteurs pour les exploiter à nouveau dans des versions détournées.
Un autre procédé consiste à réinjecter des personnages célèbres dans des rôles parfois inattendus. C'est ce que fait le Belge Mario Ramos dans Le Plus Malin, où nous rencontrons successivement le petit chaperon rouge de Perrault, le chasseur de la version Grimm du même conte, un petit ours brun, comme celui dessiné par Daniel Bourg dans la revue Pomme d'Api ou comme celui du conte Boucle d'Or et les Trois Ours, encore une fois les Trois Petits Cochons, mais aussi les 7 nains de Blanche-Neige et enfin le prince de La Belle au bois dormant. Les allusions intertextuelles pratiquées ici sont évidemment à la portée des jeunes lecteurs. Cette pratique touche toute la culture contemporaine et l'album, à sa manière, n'y échappe pas. Une autre question centrale dans l'album est celle du zoomorphisme des personnages. Nous avons droit à des ours, des lapins, des chats, des cochons, des loups, des souris, des canards. Et surtout dans les albums destinés au plus jeune public. Pour quelles raisons recourt-on à ce type de représentation? L'explication principale est sans doute une volonté de mise à distance. En évitant de représenter des personnages humains, le récit décale dans l'imaginaire une histoire parfois tragique ou difficile. La fonction du zoomorphisme serait donc l'euphémisme, pour atténuer une réalité parfois brutale. Ainsi, dans Ernest et Célestine, musiciens des rues, de la Belge Gabrielle Vincent, les deux héros cherchent à gagner un peu d'argent pour réparer la toiture à travers laquelle il pleut. Mais le violon d'Ernest ne suffit pas à attirer les passants. L'ours clochard et la souris qu'il a adoptée vivent dans la pauvreté, et si nous les imaginons en humains, leur histoire prend un tour sans doute assez dramatique. Le détour par le zoomorphisme fait que le message est aussi fort, mais sans doute moins brutal pour des enfants. Dans Me voici, l'allemand Friedrich Karl Wächter raconte une histoire d'abandon qui serait insupportable si l'on avait affaire à un chaton. On voit ainsi deux portraits de famille se succéder de peu, où l'on notera la disparition des 3 derniers arrivés. Plus tard, notre héros, seul rescapé du fond de la mer, émerge sur une plage où les rapports sont étonnamment inversés, puisque le chaton est le seul habillé. Le zoomorphisme est ici poussé jusqu'à l'inversion, puisque le chat apparaît comme le seul être civilisé au milieu de cette foule nue qui se prélasse au soleil. Comme vous venez de le voir avec moi, des procédés parfois complexes peuvent se cacher derrière des albums étonnamment simples d'apparence. Après cette vidéo, je vous invite à une activité qui va vous amener à analyser un album très célèbre dans le monde hispanique, c'est La Rédaction. La suite du module sera prise en charge par ma collègue Valérie qui va s'attaquer au domaine des albums adressés aux plus grands.